Eh bien bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue, heureux de vous retrouver, vous le savez, comme chaque vendredi à 23 h ici même, dans Ça fait débat. Vous savez, maintenant, vous devenez de plus en plus incontournable. Je vous en remercie. Merci de votre fidélité. Vous pouvez commenter, je vous le rappelle, sur la page Facebook Ça fait débat. Et puis sur Twitter, CF débat. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Eh bien, on ne peut être que ravis ici même dans Ça fait débat sur Télésud. Comme son nom l'indique, Ça fait débat. Eh bien, une émission d'actualité, de polémique, d'analyse, de décryptage. Et on va tenter, en tous les cas, aujourd'hui, de commenter l'actualité au sommaire de cette émission. L'actu qui a marqué la semaine. En Algérie, vous savez, Abdelaziz Bouteflika à l'hôpital après un AVC. Eh bien, 14 ans au pouvoir, 76 ans. Aujourd'hui, précisément, l'Algérie s'interroge sur son avenir, la fiabilité d'une nouvelle candidature. La question sera posée. Le droit de vote des étrangers, une promesse de campagne de François Hollande. Les Français sont-ils prêts? À quoi joue François Hollande, notre président français? Eh bien, on en parle. Et puis les immigrés, un enjeu électoral. Congo-Brazzaville, c'est le premier forum national sur le développement durable. Y a-t-il une prise de conscience? Et puis on parlera plus globalement sur le territoire du continent africain. L'Afrique est-elle en retard en matière climatique? On en parle dans Ça fait débat. Et enfin, football, vous savez, ce sondage qui est paru il y a quelques jours, une étude commandée par le Paris Foot Guerre révèle que 41% des footballeurs professionnels français sont homophobes. On a des footeux ici, autour de ce plateau. Un chiffre qui crée le malaise. On soulève la question, le football est-il un sport homophobe? Ici même dans Ça fait débat, on va en parler. Et puis en deuxième partie de cette émission, nous recevons Eric Massy, il est le porte-parole de la Seleka. La Seleka tout à l'heure en Centrafrique, on va parler de l'actualité en Centrafrique, à Bangui précisément, et puis globalement aussi l'actualité très proche. Donc Eric Massy sera notre premier invité tout à l'heure, vous le savez, en deuxième partie de cette émission Ça fait débat. Et bien comme chaque vendredi sur Télésud à 23 h, Ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Allez, pour débriefer et commenter l'actualité, Loïc Mayou, oh là là, Loïc Mayou, il est en polo aujourd'hui. J'adore. Non mais c'est vrai. Habituellement, il a une chemise, il a une veste. Aujourd'hui, il a décidé d'arriver un peu décontracté. Elle a décontracté. Pourquoi ? On est africain, le temps nous permet de nous habiller ainsi et je suis fier de porter ces couleurs aussi, bravo. Simplement. Je me demandais à un moment, presque limite, si c'était pas ton sponsor. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, en plus il le masque pas. Après je me suis dit, ouais, on lui a demandé d'arriver avec un sponsor. La prochaine fois, parce que si tu le dis, le CSA peut nous tomber dessus. Bon, maintenant que c'est grillé, c'est vrai. Loïc Mayou pour Ça fait débat ce soir. Attention, toujours polémiste parmi nous. Rost va-t-il faire le poids ce soir, Loïc Mayou, face à Rost? Vous le savez, il fait quasiment le tour des médias. Il est sur ETélé, LCI, on va tous les citer, hein, sur LCI, sur BFM TV. Enfin bref, il n'y a pas un média où tu n'es pas présent aujourd'hui. Omniprésence de Rost. Il est président de Banlieue Active, il est surtout rappeur. Bonsoir Rost. Bonsoir. Merci d'être parmi nous dans Ça fait débat. En tout cas. En tout cas, est-ce que tu vas être polémiste autant que sur les autres chaînes? On va essayer de débattre intelligemment. Ah, bravo. Bon, comment dirais-je, retour de ta part. Absolument, absolument. Et à ses côtés, il a fait beaucoup parler de lui en France. C'est vrai, au dernier débat, ici même. Et puis surtout, il a fait parler de lui sur le continent africain. Il s'appelle Jean-Sébastien Ferjou, il est le patron, il est le directeur de publication du site d'information et de débat qui s'appelle Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Adil. Comment ça va? Très bien. Allez-vous vous faire parler de nouveau de vous ce soir? Vous savez qu'au Sénégal, au Maroc et puis en France, vous avez fait parler de vous. Hein. Ben écoutez, je ne sais pas comment. Comment je vous invite. Comment je vous invite à aller voir ce qui se dit sur vous. Allez, c'est parti, messieurs. Nous allons commenter. Ça fait débat justement. Nous allons commenter ce premier sujet. Vous savez, Abdelaziz Bouteflika qui s'est retrouvé à l'hôpital il y a quelques jours pour un AVC. C'est pas le premier d'ailleurs. Il a 76 ans. Il est au pouvoir depuis 14 ans. Loïc Mayou, vous m'arrêtez si je me trompe. Et puis surtout, l'Algérie aujourd'hui qui se pose cette question principale et primordiale pour le pays de ce continent africain. L'Algérie, aujourd'hui, s'interroge. Il y a une question que je vous pose, messieurs, pour lancer le débat. L'Algérie s'interroge sur son avenir. La fiabilité, vous savez, messieurs, d'une nouvelle candidature. Est-ce que c'est possible? Rost, vous prenez la parole en premier? Ouais, allons-y. Mais je pense que c'est un peu compliqué parce que ce qui a été fait depuis l'arrivée de Bouteflika en Algérie, c'est vrai qu'il y a eu une période un peu sombre avec le GIA et tout ça et tout le nettoyage qu'il a fallu faire à cette époque-là. Aujourd'hui, on sait que l'Algérie a énormément d'argent de côté. Or, le peuple est très pauvre. Donc, les vraies questions, c'est qu'a-t-il fait pendant ces 14 ans. D'ailleurs, touchée par cette pauvreté, la jeunesse algérienne. Justement, cette jeunesse qui souffre, qui, elle, à un moment ou à un autre, quand ils ont essayé de se rebeller à un moment,
ça a été maté. On n'en a pas entendu parler autant que ce qui s'est passé en Tunisie. Et pourtant, dans le même temps, il y avait une rébellion là-bas pour que les choses changent. Parce que cette jeunesse, elle veut que les choses bougent. Mais, évidemment, la communauté internationale est un peu marche sur des œufs là-bas parce qu'il y a eu tous les problèmes de terrorisme qu'on a connus. Donc, effectivement, ils n'ont pas forcément la même approche de la question algérienne que ce qu'ils ont pu faire en Tunisie, par exemple. Et là, on parle aujourd'hui de sa succession éventuelle. Justement, lui, veut se représenter. Absolument, il veut se représenter. Est-ce qu'il peut briguer un 4e mandat? La question, elle est claire, parce que pour celles et ceux qui nous regardent, et d'ailleurs, je vous le rappelle, vous pouvez réagir et commenter sur la page Facebook SCF Débat, sur Twitter. Ross, clairement, je sais que vous êtes un pragmatique et vous aimez ne pas mâcher vos mots. Est-ce qu'il peut-il briguer un 4e mandat? Pour moi, il devrait quitter le pouvoir. De toute façon, parce que l'alternance est une chose positive pour tous les pays, quels qu'ils soient. Tous les pays qui aspirent à plus ou moins de la démocratie, doivent avoir une alternance. On ne peut plus accepter en Afrique d'avoir des gens qui sont en place pendant des décennies. Ça fait 14 ans, c'est vrai que c'est très jeune en Afrique en tant que... Attention, vous allez vous faire taper dessus. Non, mais je sais, je me manque justement, parce qu'en Afrique, une fois qu'ils sont installés, ils ont l'impression que c'est un royaume. C'est pas un royaume. Vous allez au Maroc, ok, c'est une chose, mais c'est décrété. Mais vous allez au Togo, par exemple, ou au Gabon, où le fils prend la place du papa, je suis désolé, on n'est pas dans des royaumes. Il y a un moment où il faut que ça cesse. Donc, Bouteflika, il a fait 14 ans. On connaît la suite. Il faut qu'il cède la place. Louis Kemayou, et ensuite après Jean-Sébastien Ferjou. Louis. Moi, sur l'analyse concernant l'Algérie, je partage un certain nombre de choses, mais il y en a d'autres sur lesquelles je ne peux naturellement pas être d'accord. La première, c'est que quand on parle de l'Algérie aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est pas très loin de celle de la Chine. C'est-à-dire que quand vous allez en Chine, la question des droits de l'homme, ce n'est pas la première question qu'on pose. Vous allez en Algérie, ce n'est pas un pays comme la Tunisie ou le Maroc qui dépend du tourisme. Il n'est pas aussi ouvert que ça. Il n'est pas aussi extraverti que le sont les autres pays du Maghreb. Et donc, forcément, avec le bas de laine qu'il s'est constitué, il est capable de dire « je ne veux pas traiter avec vous, je n'ai rien à faire des contrats que vous me proposeriez. » Donc, les termes de la discussion ne sont pas les mêmes. L'Algérie ne vient pas demander de l'argent à la France. L'Algérie n'en demande ni à la Banque mondiale ni au FMI. Ça change la donne. Ça change complètement. Bien Russ, effectivement, ils en ont de côté et puis ils sont suffisamment riches. Exactement. Donc, ça, c'est déjà un premier élément d'appréciation. Le deuxième, c'est que dans la guerre du gaz qui est en train d'être menée en Europe en termes d'approvisionnement, on sait que c'est de plus en plus compliqué de s'approvisionner en Russie à cause de tous les barrages, soit l'Ukraine, soit la Pologne, enfin, tous ces pays-là, la Géorgie qui n'est pas très fiable. Donc, la Russie s'est fait un nouvel allié qui est l'Algérie. Et donc, absolument, sur la bataille énergétique, il a son mot à dire également. À partir de là, quand vous discutez avec lui, et c'est pas que Bouteflika, c'est également tous les généraux qui l'entourent. C'est toute l'armée algérienne. Alors, on comprend bien votre analyse, on a très bien saisi, effectivement, et effectivement, on va tenter d'avancer dans le temps, parce qu'il s'agit quand même, messieurs, n'oubliez pas, d'élections prochaines. Doit-il briguer un 4e mandat? Mais est-ce que c'est à la communauté internationale de dire aux Algériens si oui ou non ils l'acceptent? Enfin, moi je me pose la question, parce qu'on ne demande pas. Parce que même en Chine. Rost, ici même, il n'a pas mâché ses mots, il a dit lâche l'affaire. Si j'ai bien compris, pour être trivial, lâche l'affaire. T'as pas à briguer un 4e mandat. Jean-Sébastien Ferjou. L'Algérie part de loin, ne l'oublions pas. Ross l'a très bien dit au début. Elle part de très loin. Avec cette situation de lutte contre les terroristes qu'il fallait mener, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris beaucoup de temps. Et après, comme je vous dis, ça ne dépend pas que de Bouteflika. Bouteflika est certes là, parce que c'est un fonctionnaire. Il a commencé sa carrière aux Nations Unies. Il a été ministre des Affaires étrangères. Après, c'est un haut fonctionnaire. Donc, l'armée lui fait confiance. Quand l'armée cessera de lui faire confiance, il cessera de se présenter. Oui, mais là, briller un 4e mandat, après une hospitalisation, est-ce que ça risque pas d'être compliqué? Jean-Sébastien Ferjou. Compliqué, si, certainement, parce qu'il n'a pas l'air en très bonne forme. Après, oui, c'est pas forcément au pays étranger de décider s'il doit ou non se présenter. Les Algériens sont assez grands pour savoir ce qu'ils font. En revanche, ce qu'on voit bien, c'est que... L'Algérie doit se préparer à changer à l'heure de président. Je pose la question autrement, s'il vous plaît, monsieur. Même si ça n'est pas lui, et même si c'est un autre candidat, on voit bien que le système politique algérien est totalement verrouillé, qu'il est totalement déconnecté de la population.
qu'il y a un pouvoir qui a réussi à se maintenir, pas seulement parce qu'il a lutté de manière efficace contre le terrorisme, mais aussi parce qu'il a utilisé ses incroyables ressources financières grâce au pétrole et au gaz pour s'acheter des clientèles et pour se maintenir au pouvoir juste en payant. Après, je pense que les Algériens, et quand on lit la presse algérienne, et moi j'aime beaucoup lire la presse algérienne parce qu'elle est beaucoup plus libre que ce qu'on s'imagine quand on le voit, on le voit pas. Non, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la presse algérienne. C'est très intéressant de lire la presse algérienne, vraiment. Alors comment s'explique alors le classement d'ailleurs de la presse algérienne qui se retrouve parfois au dernier peloton? Je ne pense pas qu'elle soit menacée, en tout cas en termes de liberté de la presse. En revanche, en la lisant, on voit bien à quel point il y a une déconnexion entre cette classe politique algérienne et tout le reste de la population. Donc après, la vraie question, c'est pas tant... de divorce, c'est ça? Oui, je pense que avec clairement... la chose politique et la population. Bah oui, enfin moi je serais algérien. En tout cas, quand j'en lis les journaux, effectivement, je me sentirais très très éloigné des gens qui sont au pouvoir dans le pays. Après, de toute façon, la question c'est pas tant lui. Parce qu'il pourrait aussi y avoir un autre candidat imposé par ce système qui est, encore une fois, totalement verrouillé, partiellement par l'armée, partiellement par une classe d'affaires, enfin, les deux étant très liés d'ailleurs, parce que les généraux algériens sont ceux qui bénéficient de la rente. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'Algérie n'a pas su quoi faire de son argent. Enfin, il y a eu des investissements, 500 milliards d'euros sur les 10 dernières années, et qui n'ont pas bénéficié à la population du tout. L'Algérie, c'est quand même un pays où l'industrie ne représente que 5% de son PIB, alors qu'ils auraient pu se développer, faire des investissements productifs, pas seulement détourner de l'argent au profit des classes dirigeantes. Ma dernière question avant de passer à ce second sujet, on va traiter de ce Forum national du développement durable, messieurs, du droit de vote des étrangers, pardon. Messieurs, est-ce que les Algériens, et puis plus précisément l'Algérie, doit-elle se préparer à un nouveau président ? Mais alors, tout dépend de ce que vous sous-entendez en disant ça. Parce que, alors, encore une fois, c'est pareil. En Afrique, surtout au Maghreb, on reste très très prudent dans les changements. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive après. Comment ces personnes vont gérer ? Parce que la question de la géopolitique est très importante dans ces régions-là. Et aujourd'hui, en plus, avec ce qui se passe au Mali et aux alentours en Libye, au Mali, tout ça, on sait qu'il y a des conséquences qui peuvent intervenir dans toutes ces zones-là. Ce qui se passe en Kabylie aussi, parce que voilà, exactement. Il faut rappeler que les Kabyles en ont parfois assez marre du pouvoir central algérien. Donc, la question, c'est quel avenir ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir après ? Qui peut prendre le pouvoir ? Va-t-il pouvoir gérer correctement et tenir le pays de manière assez fiable pour ne pas qu'il y ait des intégristes qui prospèrent ? Ça, c'est la grande interrogation des pays, des pays occidentaux et de la communauté internationale. La question s'est posée d'ailleurs sur le pays voisin, la Tunisie. Mais sur le truc, c'est est-ce que ces personnes qui vont arriver vont réellement représenter le peuple aussi ? Et penser au peuple plutôt que de penser aux généraux qui, eux, s'enrichissent au détriment du peuple. Lui-même à lui-même, parce que de toute façon, ça ne marche jamais aussi bien que quand il y a une société civile forte qui impose ses propres solutions. Ah, je suis d'accord. Et bien justement, en tout cas, une affaire qu'on va suivre ici de très près dans Ça fait débat, on va parler du droit de vote des étrangers, pardon, une promesse de campagne de François Hollande. Tiens, j'en connais un ici qui a apporté un soutien sans faille auprès de François Hollande. Il s'appelle Rost. Ça y est. Ah, mince, une gaffe, excusez-moi. Je ne devais pas le dire. Bon allez, messieurs, on a les images qui défilent. J'assume. On a les images qui défilent. Rost, plus particulièrement, je vais m'adresser à vous. Et là, je vous avoue que je suis assez en colère. Et je suis exaspéré. Et c'est un peu le statut de journaliste, là. C'est un peu le polémiste qui va prendre un peu le dessus. C'est une des promesses de François Hollande, d'accord ? C'est une promesse de 30 ans. En 81, on en parlait déjà avec le premier François. Louis Mitterrand en parlait déjà, d'accord ? Aujourd'hui, est-ce que François Hollande n'est tout simplement pas en train, d'accord, de nous prendre pour des imbéciles ? Pardonne-moi ma trivialité. Pour ça et pour beaucoup de choses. Ma première question, messieurs, et ça s'adresse à vous. Est-ce que les Français sont prêts, d'accord ? On a parlé du mariage pour tous. Il va y avoir une série de mesures là qui vont être d'ici septembre, en tout cas annoncées. Quand est-ce qu'on va devoir, en tout cas, quand est-ce que François Hollande va avoir le courage politique de traiter, d'accord, ce dossier qui est une priorité, qui ne le fera pas surtout, parce qu'il ne le fera pas, c'est ça la vérité. Est-ce que la France est prête, messieurs ?
Rost, j'imagine que vous voulez prendre la parole. Je vous vois Alors, là. non, Vous n'attendez qu'une chose, c'est voilà, de Mais lâcher. non, parce que première chose, moi j'assume, j'ai fait la campagne de François Hollande. C'était une de mes chansons qu'il avait pris d'ailleurs pour sa campagne pour les primaires. Absolument. Et après, j'ai bossé avec lui sur la campagne présidentielle. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup sur le plan humain. Maintenant, quand on est sur le plan politique, c'est autre chose. Mon soutien. Ça fait sourire votre Non, voisin. mais si, non, mais parce que moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Mon engagement auprès de... Bah, François Hollande le disait aussi. François Hollande efficace que pour quelqu'un de sympathique. Le truc, c'est que moi, quand je me suis engagé avec François Hollande, je me suis engagé avec lui sur des engagements qu'il avait pris, lui, justement, par rapport aux sujets sur lesquels on travaillait, nous, à savoir sur la question de la jeunesse des quartiers populaires et les questions d'exclusion. Moi, c'était ma condition. Je cherchais pas de poste, je voulais rien, je voulais pas être conseiller, je voulais aucun poste, je voulais juste qu'ils prennent des engagements là-dessus. Ça n'aurait pas fait de mal. Hein. Donc, on est parti là-dessus. Il m'avait promis qu'il prenait des engagements là-dessus pour la campagne. Et c'est à ces conditions que j'ai accepté de m'engager avec lui sur la campagne. Or, vous-même qui avez suivi la campagne, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un moment où il y a des gens qui ont mis un moratoire sur ça et que Hollande ne parlait pas de ça pendant la campagne. Donc moi, je l'ai averti à plusieurs reprises et il y a un moment où j'ai fait une sortie médiatique qui avait déclenché d'ailleurs une guerre nucléaire au siège de campagne. Exactement. J'ai pas hésité à le faire, à faire cette interview pour Le Point, à l'époque, qui avait déclenché cette guerre. Qui a fait couler de l'encre, tout simplement. Énormément. Voilà, donc... Je n'hésite pas, moi, à un moment, à être en harmonie avec mes convictions, même si j'ai de l'affection pour la personne. On parle de politique. Aujourd'hui, il y a des mesures sur lesquelles on a eu des trahisons. Non, mais Ross, et d'ailleurs, c'est vrai, je comprends mieux pourquoi Jean-Sébastien Ferjou, ça le fait sourire. On comprend très bien. Non, mais Ross, je comprends bien, vous êtes en train de défendre votre ami François Hollande. Je ne défends, non, mais... D'accord. Moi, je fais mon rôle de journaliste et je veux comprendre. Adil, je ne défends personne. Non, mais le droit de vote des étrangers, il faut bien qu'on l'aborde à un moment donné. Je veux juste que vos auditeurs... Vos téléspectateurs comprennent bien que j'essaye d'être juste. Ce n'est pas parce que je me suis engagé auprès de lui que je ne peux pas critiquer les mesures qui ne sont pas bonnes. Alors c'est quoi la vraie question? Sur le droit de vote des résidents étrangers... La France, est-ce qu'elle est raciste? La France, qu'elle n'a pas envie de droit de vote des étrangers? Jean-Sébastien Ferjou, mais bien sûr que vous y croyez pas, je sais très bien. Il y a un rapport entre le racisme et le droit de vote des étrangers. Mais peut-être que c'est ça aussi. Ils se foutent de la gueule du monde là-dessus. Je l'ai déjà dit dans des réunions publiques, sur d'autres médias, je le dis, ils se moquent du monde. Cette mesure, ils ne la feront pas pour l'instant. Vous allez vous faire taper Non, mais je m'en fous. Elle n'est pas une déclaration qui risque d'avoir des répercussions. Elle n'est pas à l'ordre du jour. Dans la prochaine réforme constitutionnelle qui est prévue, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, il y a des gens qui se mobilisent. Nous, on a lancé d'ailleurs des pétitions avec la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations qui sont partenaires de cette opération-là, pour que les gens se mobilisent là-dessus. Tous les sondages qu'il y a eu... D'ailleurs, certains disent que le lobby n'est pas assez puissant pour faire monter au créneau auprès de l'Élysée. C'est à cause de ça. Jean-Sébastien Ferjou et ensuite après Louis Comayou. Jean-Sébastien, sur cette histoire-là, est-ce que la France, elle est prête? Première question. À quoi joue François Hollande? Mais est-ce qu'elle est prête? Mais pourquoi devrait-elle le faire, surtout? Enfin, moi, c'est la question que j'ai envie de poser. Pourquoi est-ce que... Alors déjà, c'est normal. Des étrangers communautaires, tout simplement. Parce que l'acquisition de la nationalité, donc en France, la citoyenneté et la nationalité ont toujours été liées. Non, mais si, c'est comme ça. Les Allemands, quand ils participent aux élections en France, pour les législatives... Il y a une citoyenneté européenne qui existe. Oui, mais il y a une réciprocité. Il y a une réciprocité, oui, c'est la condition. Les Français, s'ils résident en Allemagne, ont le droit de voter en Allemagne, c'est la condition, et il y a une citoyenneté européenne. Par ailleurs, je voudrais juste rappeler le chiffre, c'est qu'il y a 150 000 personnes qui obtiennent la nationalité française chaque année. C'est beaucoup plus que dans n'importe quel autre pays européen. Ça ne remplace pas. C'est 2,4. Le taux, c'est 2,4 pour 1000 en France, là où la moyenne européenne est de 1,4. En Allemagne, c'est 1,2. On est dans un pays où il est facile, relativement facile. Alors après, tout le monde peut se poser la question. Facile d'obtenir la nationalité. C'est plus facile que dans d'autres pays. Tout le monde aspire à devenir français. Est-ce que tout le monde aspire à le devenir? Moi, je considère que précisément, si vous n'aspirez pas à devenir français, les gens qui n'aspirent pas à devenir français, ils ne votent pas en France. Alors, moi, je vous explique. Pour éviter la cacophonie, s'il vous plaît. Jean-Sébastien, il y a une chose. Et ensuite, Louis Comayou. Certains disent que les étrangers qui vivent en France, ils n'en ont rien à faire. C'est le discours de vos amis de droite, qui disent oui, ils n'en ont rien à faire. De toute façon, ça ne les intéresse pas de voter. D'ailleurs, même certains de gauche le disent aussi. Ils peuvent devenir français. De deux, quand vous dites que ça, c'est l'argument le plus banal qu'on entend de la droite, c'est ils n'ont qu'à devenir français. Je peux vous dire,
c'est un parcours du combattant et une humiliation absolue. Je crois que c'est plutôt ça aussi. Une humiliation. Ferjou, Moi-même, j'y ai renoncé pour vous dire. À un moment, je voulais commencer les démarches pour ma nationalité. Je vous dis franchement, on m'a fait revenir 50 fois à la préfecture avant que je puisse déposer mon dossier. À un moment, j'ai dit, écoutez, vous savez quoi? Votre nationalité, vous la gardez pour vous. Elle est là, la réalité. Ça ne m'empêche pas de m'impliquer à un niveau élevé dans la société française. Je l'entends, je ne le conteste pas, mais peut-être que si le problème est là, la solution, elle doit être là aussi, plutôt que de passer sur des histoires de droit de vote des étrangers qui, encore une fois, vont à l'encontre de toute la tradition juridique. Les résidents étrangers. Arrêtez de faire aussi l'erreur en disant le droit de vote des étrangers. Le droit de vote des résidents étrangers, c'est des gens qui vivent ici depuis longtemps. Oui, on parle bien de cela, Ross. Non, mais parce que les gens ne le savent pas. Quand vous dites ça, parce que je rencontre beaucoup de gens dans la rue qui me disent « Mais moi, je veux pas que quelqu'un qui passe dans mon pays puisse, comme ça, et puisse voter. » Le droit de vote des résidents étrangers, c'est des gens qui sont là depuis plus de 5 ans, qui travaillent ici, qui payent des impôts. Qui ne pas dans les valeurs françaises, qui n'a pas envie d'adhérer. La Constitution s'applique à tout le monde. Quand tu es étranger ou pas, dès que tu vis en France, la Constitution s'applique à toi, comme un citoyen français. Mais moi, je peux m'installer en étant expatrié en Arabie Saoudite, je n'adhérerai pas aux valeurs du wahhabisme pour autant. On n'est pas en train de parler de la même chose. Ce que je dis, c'est tout ce qui habite, elle continuera à exister. Tous ceux qui habitent en Arabie Saoudite ou en France n'aspirent pas à devenir arabes ou français. En revanche, sur le plan de la citoyenneté, à le devenir, aidons-les à s'intégrer et ne faisons pas... Ce que je suis en train de dire, c'est que... Ils sont déjà intégrés, ils travaillent. Ils sont déjà intégrés, non, il n'y a aucun problème d'intégration en France. Jean-Sébastien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème d'intégration. Est-ce qu'il y a une discrimination sur l'application de la Constitution? C'est-à-dire, quand vous êtes voleur, étranger ou pas, on vous traite différemment du français? Il n'y a pas de différence. Jean-Sébastien. On vous traite pareil. Que vous soyez étranger ou français, c'est la même loi pour tout le monde. À partir de là, quand on est dans une considération de citoyenneté, qu'on vous dit, vous habitez dans cette commune, vous devez payer les taxes pour y habiter, vous devez respecter le cadre de vie, vous devez participer de la vie citoyenne, c'est normal qu'on vous donne le droit de voter, par exemple. Le vote, le suffrage censitaire, effectivement, pendant la Révolution. C'est ça, il y a des gens qui ont proposé ça, de dire que parce qu'on paye des impôts, on peut voter. S'il vous plaît, messieurs Ross, Louis et Jean-Sébastien, la question qui fâche dans Ça fait débat, puisque justement Ça fait débat, les immigrés, peut-être un poids et un enjeu électoral. Et c'est peut-être ça, à mon avis. Mais parce qu'ils font peur. Ça fait peur, je crois. Avant de passer au troisième film. Épouvantail surtout, parce que Ross l'a rappelé, quand on vous dit droit de vote des étrangers, ce que l'on voit, c'est toute personne qui arrive avec un visa de 3 jours ou de 3 mois peut voter. Mais je pense que personne ne s'imagine ça. Ah bah bien sûr, mais je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui s'imaginent ça. Mais non, les gens ont bien compris que c'était ceux qui étaient résidents en France. Je me rappelle de la campagne présidentielle. Vous croyez, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Je l'entends sur le terrain tous les jours. Je me rappelle juste de... Vous croyez que les gens dans la rue qui voient des touristes sur le parvis de Notre-Dame, ils s'imaginent qu'ils vont demander un droit de vote en France pour les municipales? C'est ce qu'ils pensent. Je me rappelle, c'est pas le monsieur lambda dont vous parlez, hein. C'est pas madame, je ne sais pas trop quoi, dans le fin fond de la France qui le dit. Prenez simplement les élus UMP. Pendant la campagne présidentielle au second tour, j'ai entendu tout et n'importe quoi sur le droit de vote des étrangers. Tout et n'importe quoi. Ça, c'est bien possible, mais sur ce point-là, je à partir de là, il ne s'agit pas de citoyens lambda. C'est pourquoi il est nécessaire de dire on n'est pas en train de brader le vote. On n'est pas en train de brader les institutions. Parce qu'en termes d'enjeu électoral, ça en pose un quand même, parce que la réalité, c'est que précisément, on ne parle pas d'un droit de vote qui serait réparti uniformément sur le territoire, mais qui, dans certaines communes, pourrait devenir majoritaire. Et ça, c'est un problème que les Belges ou les Néerlandais ont rencontré, notamment parce que ça n'est pas toujours parce que c'est là où le bas blesse. Non, mais sauf que les... Il me semble que c'est là où, effectivement, il a touché le doigt. Il y a une connerie. Un dossier sauf que les immigrés en question ne votent pas forcément à gauche, parce que encore une fois, ça a été le cas en Belgique et aux Pays-Bas. Ils étaient extrêmement conservateurs. Et aux Pays-Bas, sur l'avortement, sur le mariage homosexuel, etc. C'était pas trop leur tasse de ça. À droite, ils ont peur que ces gens-là votent à gauche. Et à gauche, ils ont peur d'une chose. En appliquant le Front National monte de plus. Exactement, par exemple. Mais sauf que à prendre en compte aussi. Il y a une chose. On va tenter, messieurs. Je vous donne juste quelques secondes. Quelques secondes pour boucler ce chapitre, s'il vous plaît. Dans la plupart des pays où il y a ce droit de vote aux résidents étrangers, vous savez combien l'exercent? Il y a 15% en moyenne qui l'exercent. Voilà. Donc, c'est pas un truc qui va révolutionner les choses. Et en plus, on parle pas de droit de vote aux élections nationales. On parle des municipales, c'est-à-dire le quotidien des gens. J'y travaille, j'habite là, je paye des impôts. À l'école là-bas, j'ai un mot à dire. Et je deviens français si je veux rester sur le territoire national. Vous voyez bien, à mon avis, je pense qu'il risque d'être houleux le débat. Vous le voyez bien. Allez, messieurs, on va tenter d'avancer.
également, de la même façon, comme il a été traité, le mariage pour tous, il a suscité beaucoup de débats. Et bien, je pense que le droit, justement, le droit de vote des étrangers des résidents étrangers. Des résidents étrangers, en tout cas, va susciter aussi, voire autant de débats. Allez, messieurs, on passe à ce autre sujet, on va parler de réchauffement climatique. On va parler aussi de développement durable. Je vous propose tout de suite de regarder attentivement ce premier sujet. Il s'agit là du premier forum Congo-Brazzaville. C'est ce premier forum du développement durable. Regardez cela. À tout de suite. Le Forum national sur le développement durable est une vraie démonstration des forces de la République du Congo. Plusieurs services œuvrent dans ce secteur et l'on s'en rend compte en visitant les stands de la foire qui accompagnent ce forum. Le service national de reboisement a pour objectif de faire comprendre que le reboisement doit être fait par l'homme. Allez sur Internet, vous verrez, parce que cette ressource, on l'utilise, mais en l'utilisant, il faut qu'elle se refasse. Les besoins, enfin disons, le niveau d'extraction, le niveau, enfin disons, de coupe que nous avons dans nos pays dépasse en loin la régénération enfin naturelle. Donc il faut que l'homme qui coupe, l'homme aussi doit reboiser. Le programme national d'afforestation et de reboisement a pour défi de mettre 1 million d'hectares de plantations à multi-usage, une manière de lutter contre la déforestation. Les plantations que le PRONAR compte mettre en place seront mises en place plutôt par les partenaires. Donc, celui qui, de la République du Congo ou de l'extérieur, veut mettre en place une plantation, signe un partenariat avec le PRONAR et le PRONAR met en ce moment-là des moyens pour l'aider à réaliser son projet de plantation tel qu'il soit. L'un des grands piliers de la marche vers le développement durable est le processus REDD+, qui prend en compte 5 grands programmes. Le programme lié à la lutte contre la déforestation non autorisée, qu'on appelle la déforestation illégale, la dégradation forestière non autorisée, qu'on appelle la dégradation forestière illégale. Ça prend aussi en compte la gestion forestière durable, la conservation de la biodiversité et l'accroissement des stocks de carbone par le reboisement, la forestation. La République du Congo a compris que le développement durable est un domaine d'avenir. Cette multitude de services et de programmes en témoigne. Ça c'est pour exemple la couleur, la chlorophylle. Ça, si les gens veulent, on peut le faire. Sinon... Ma première question, premier forum national donc, sur le développement durable. Messieurs, y a-t-il une véritable prise de conscience, finalement, c'est la question que je pose, de façon très naturelle, Louis Kemaillou? Oui, il faut le dire. C'est que pendant très longtemps, on a eu l'impression que les Africains étaient en déconnexion par rapport à cela, en raison des pratiques. On coupe le bois pour faire la cuisine, et on se disait non, ils ne comprennent pas exactement. Et comme en plus, les politiques avaient ce système de pollueur-payeur qui faisait que l'Afrique devait normalement récolter une partie sur son potentiel d'azote, ça faisait qu'on avait l'impression qu'il y avait soit une grosse marchandisation, soit une espèce de cécité sur les questions d'environnement. Mais de plus en plus, c'est intégré dans les démarches. Je me rappelle d'un invité que j'ai reçu ici et qui me parlait d'un programme d'électrification où on devait passer par la forêt et où on prenait en compte la dimension environnementale. Donc, oui. De plus en plus, en amont des projets, on tient en compte le fait qu'il faut quand même avoir un certain respect pour l'environnement et la biodiversité. Rost, Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que finalement la question, globalement sur le continent africain, est-ce que l'Afrique, elle n'est pas en retard en matière de climatique, pardon? Je pense qu'il était temps. Réchauffement climatique notamment. Mais il était temps qu'on prenne conscience des choses. Moi, j'aimerais bien savoir qui exploite les forêts africaines. Ce n'est pas les Africains qui déforestent, qui font la déforestation là-bas, la plus massive. Ça reste quand même les pays occidentaux qui ont leurs usines là-bas. Qui sont en train de détruire le continent à fond. Donc aujourd'hui que les Africains eux-mêmes, il y a aussi une nouvelle génération justement de dirigeants entre guillemets africains qui arrivent, qui petit à petit vont peut-être faire bouger les choses. En tout cas, on espère. Petit à petit, on voit qu'il y a des choses qui évoluent. Le Congo-Brazza l'a compris. On rééquilibre petit à petit également. déjà. On vous parle du Gabon vert, par exemple. Ça fait partie de la stratégie gouvernementale de façon très affichée et assumée. Oui. Le Gabon, ça fait quelque temps qu'ils ont compris. Et d'ailleurs, où ils réclament que tout
tout ce qui est coupé en termes de bois sur le pays soit transformé sur place. Donc déjà, ça crée des emplois là-bas. C'est contrairement à ce que font comment s'appelle toutes les entreprises françaises et tout ça qui vont piller les trucs là-bas et aujourd'hui, on veut un nouvel équilibre. On veut un nouvel équilibre entre l'utilisation de nos matières premières, de nos ressources et aussi justement la protection de l'environnement parce qu'ils se rendent compte que c'est pas éternel. C'est pas éternel. C'est comme le pétrole. C'est comme le pétrole. Jean-Sébastien Ferjou, même question. Et puis finalement, quelles sont les causes et les conséquences peut-être du réchauffement climatique sur le territoire, puisque il le souligne très bien d'ailleurs, il y a une vraie véritable prise de conscience. Je ne sais pas, parce que même les scientifiques eux-mêmes ne sont pas forcément d'accord sur le sujet dans le détail. D'ailleurs, c'est plus le dérèglement climatique, ce n'est pas forcément le réchauffement quand on se projette sur telle ou telle zone. Mais après, pour revenir sur ce qui était dit plus tôt, c'est très bien, effectivement, s'il y a une prise de conscience en Afrique. Vu d'ici, quoi qu'il en soit, il ne faut pas imposer aux Africains des exigences absurdes qu'on ne serait même pas vraiment capable de respecter nous. Donc il faut comprendre l'état réel dans lequel se trouve tel ou tel pays. Et après aussi, en termes d'aide au développement, ça peut être un vrai axe à creuser, d'aller aider parce qu'on a déjà une certaine expérience et pour notamment qu'il ne se passe pas en Afrique, ce qui est en train de se passer en Chine. Il y avait 50 000 rivières en Chine il y a 20 ans, il en reste 28 000 à l'heure actuelle, parce que tout est pollué partout. Donc effectivement, c'est bien qu'il y ait un modèle de développement qui soit un peu plus respectueux de l'environnement, pas parce que c'est sympathique de respecter les fleurs, mais parce que tout simplement, c'est un enjeu humain. Et il faut quand même regarder les chiffres. Les Nations Unies disent qu'il y a 65% des terres africaines qui sont mal exploitées et donc qui sont dégradées. Et quand on voit qu'il y a encore 30% de la population africaine qui est mal nourrie, c'est un vrai enjeu. Donc si on peut aider de ce point de vue-là avec une expérience qui est un peu plus accumulée dans les pays déjà développés, ça serait bien. Finalement, dernière question, une situation préoccupante, Louis ? Non, pas si préoccupante que cela. En revanche, il ne faudrait pas que l'on contribue à mettre le feu, si on peut s'exprimer ainsi, parce que ça part aussi des habitudes de consommation industrielle. La révolution industrielle en Europe s'est faite au détriment de l'environnement. Aujourd'hui, l'expansion des industries européennes se fait aussi à ce prix-là. Les voitures qui ont été utilisées ici en Europe et qu'on ne peut plus mettre en circulation la plupart du temps, elles finissent en Afrique. Ouais. La question de l'environnement se pose aussi en ces termes-là. Il ne faut pas avoir d'attente réaliste par rapport à l'Afrique en lui imposant des normes. Oui, mais en revanche, il faut l'aider à se projeter dans l'avenir, dans quelque chose qui respecte son propre environnement. Mais moi, j'aimerais bien que les instigateurs, justement, de ce fameux forum se posent une autre question qui est encore plus importante, c'est-à-dire la pollution des nappes phréatiques. Allez au Nigeria, vous allez voir comment Elf et Total et toute la bande, comment ils sont en train de pourrir toute cette partie de la région avec le pétrole et leur exploitation du pétrole là-bas. Ils sont en train de tout pourrir, les sols là-bas. Notamment, dont est issu le président nigérien actuel. Si on a réellement envie de faire bouger les choses, posons-nous la question sur le plan global et essayons de trouver des solutions dans la globalité et que ça ne soit pas juste des leurres qu'on nous montre encore une fois de plus. C'est ce qu'ils appellent aujourd'hui la responsabilité sociétale des entreprises et qui doit être vraiment appliquée à tout le monde, à commencer par les plus gros. Qu'on intègre de plus en plus. Oui. En tout cas, n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter, CF débat pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver. À l'instant même dans Ça fait débat ce soir, sur Télé Sud, dans Ça fait débat, je vous en remercie, merci de votre fidélité. Je vous le rappelle juste tout à l'heure en deuxième partie de ces émissions, notre invité dans Ça fait débat, il s'agit d'Éric Massy, qui est le porte-parole de la Seleka en Centrafrique. Tout à l'heure, dans quelques minutes à peine. Messieurs, vous êtes des footeux, je le sais. Jean-Sébastien Ferjou, tiens, vous êtes footeux ? Moyennement. Tiens, on va parler de foot et on va parler justement foot. Vous savez, il y a quelques jours, une étude a été menée concernant, à savoir la première question, est-ce que quand on parle du football, est-ce qu'on est forcément homophobe ? Eh bien, regardons ce sujet et puis parlons-en. Quand on parle de football quand on parle de foot, en tout cas, effectivement. Regardons le sujet et on se retrouve tout de suite après. On peut être black, blanc, beurre, mais on ne peut pas être gay. Donc au bout d'un moment, au début ça va, parce que bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on cache son homosexualité, mais au bout d'un moment, avec l'âge, c'est pesant, parce qu'on a des amis, on a un copain et qu'on n'a plus envie de vivre caché. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour un homosexuel de faire un coming out.
Quand vous expliquez à un éducateur que dire sale pédé à tout va, c'est de l'homophobie, il peut le comprendre. Quand vous dites sale noir, c'est du racisme. Donc voilà, les choses sont assez basiques en fait, et quand vous expliquez les choses, ça évolue. Le football pro, hein, je dis bien le pro, pas le football amateur, est quand même un monde plus homophobe et sexiste que le football, donc en général, les sports en général. Première chose, c'est encore plus grave pour les jeunes footballeurs en centre de formation, qui sont dans un contexte assez dur, assez intolérant de façon générale. Non, mais oui. Messieurs, ça fait débat avant même qu'on ait bouclé le sujet. Allez, première question, messieurs. Une étude commandée par le Paris Foot Gay qui révèle que 41% des footballeurs professionnels français sont homophobes. Mais vous allez voir ce qui est intéressant. On va parler aussi également, vous savez, du cas de Justin Fashanu. Tu as dû connaître, peut-être que vous avez dû le connaître, vous aussi également. Footballeur britannique d'origine nigériane qui avait révélé son homosexualité, écoutez bien, en 1990. Première question, un chiffre qui crée le malaise, messieurs, ou pas du tout? Non, sincèrement, parce que... Bon, on en a tellement parlé que Louis Camaillou, vous dites non, sincèrement. Non, j'aime bien. Alors pourquoi ça a eu, pourquoi il y a eu une telle polémique? Ah, bah je crois que Ross, il se lève le même truc. Attendez, voilà. Ramenons les choses à leur juste proportion. Est-ce qu'on fait des statistiques pour mesurer tous ceux qui sont islamophobes, anti-chrétiens, chrétiens et tout ce qu'on veut? Il n'y a pas de statistiques là-dessus. Il n'y a pas de statistiques. Donc, quand moi, Louis, vous êtes un peu léger. Si, Louis, excusez-moi. Pardonnez-moi, Louis. Il y a des statistiques sur tout. Islamophobes, il y en a combien en France? Vous êtes de mauvaise foi. Il y a combien d'islamophobes en France? Vous savez très bien. Il n'y a pas de pourcentage là-dessus. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de statistiques là-dessus. Donc, Louis Camaillou, s'il vous plaît, dois-je vous rappeler ici même d'ailleurs, Véronique Jeunesse, on en a parlé, souvenez-vous, de l'islamophobie, et on a sorti Rokhaya Diallo, était la première à révéler les chiffres. Ici même, sur ce plateau, dans Ça fait débat, souvenez-vous, Louis, vous étiez face à Rokhaya Diallo, qui avait révélé les chiffres qui étaient édités d'ailleurs par le journal Le Monde. C'est une enquête qui est récente. Absolument. Je vous redonne la parole. Louis. D'accord. Donc, ce que je voulais dire, c'est que jusqu'à ce qu'on parle du mariage pour tous, c'est un sujet qui n'était vraiment pas si bandant que ça. Pardon de la trivialité, mais c'était pas si bandant que ça. Mais pourquoi aujourd'hui doit-on dire parce que je suis homosexuel? Mais vous c'est pas une erreur. C'est absolument pas une erreur. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de déclarer son homosexualité. Comme je n'en vois pas pour déclarer son caractère. C'est tout. Ça n'a aucun rapport. Elle n'est pas forcément déclarée d'ailleurs. On doit respecter tout le monde. Que tu sois homosexuel ou pas, je n'accepterai jamais qu'on vienne m'insulter parce que je suis journaliste ou pour d'autres raisons. Donc, c'est pas pour ça que je vais dire je suis journaliste. Non, mais le problème n'est pas là. Il faudrait que je dise journaliste et homosexuel pour être respecté. Non, quand même, soyons sérieux. Louis Camaillou, là, si vous voulez qu'on soit sérieux, c'est surtout que c'est un chiffre qui crée un malaise. Moi, je pose la question, parce que c'est mon devoir dans Ça fait débat, et je veux que ça fasse débat, je crois que ça crée un malaise. Mais on peut être sportif et homo, tout comme on peut être sportif et hétéro, oui. Manifestement. Jason Collins, à la NBA, l'a révélé il y a peu de temps. Je vous le disais tout à l'heure, le footballeur britannique d'origine nigérienne qui s'appelle exactement... Plus courageux à l'époque. Absolument, courageux en 1990, messieurs. Jason Collins, c'est quand même une opération de com aussi. Exactement, son homosexualité. Rust. Mais pourquoi ça fait mal? Encore une fois, mais vraiment, je vais terminer là-dessus. Je vais terminer là-dessus, je sais pas. Peut-être c'est à eux que ça fait mal, mais la question, elle est celle-ci. Quand on entend les cris de singe et autres sur les stades, qu'est-ce qui fait le plus mal entre ça et le fait d'être traité de pédé? Alors, justement, voilà, qu'est-ce qui fait le plus mal? On y arrive. Alors, Rust, il y a 3 ans, parce que vous êtes en train de... concurrence des victimes. Vous êtes heureusement pour Rust, nous. s'il vous plaît, Rust. Il y a une première chose. Vous êtes en train de parler du timing. Il y a 3 ans déjà, je peux vous dire, il y a eu un travail. Moi, je connais très bien Pascal, qui fait un boulot énorme avec SOS Racisme et d'autres structures. Bon, lui active, on a participé aussi au travail qui a été fait avec le Parc des Princes, par exemple, sur les problèmes de racisme et de xénophobie au Parc des Princes, puisque vous connaissez le problème qui demeurait jusqu'à la mort du jeune, malheureusement. Mais le Parc des Princes a été pacifié maintenant, heureusement. Parce que ce boulot a été fait par des gens comme Pascal et par les gens comme SOS ou les gens comme nous. Il y avait une problématique globale. On n'était pas en train de prendre un bout de l'ornière pour défendre. Eh bien si, justement, et l'homophobie faisait partie du truc. Il y a même eu un spot qu'on a fait, nous, avec justement les footballeurs et tous du PSG, contre justement ces problématiques qu'il y avait. Aujourd'hui, sur l'homosexualité, ce chiffre-là, moi, m'interpelle et m'interroge, et je me dis qu'on a tous une responsabilité. Pourquoi? Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est ces pseudo-gens qui, soi-disant, combattent les discriminations, comment ils peuvent accepter à leur tour? Pour moi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle que d'accepter qu'on fasse de la discrimination à l'égard de d'autres
Parce que C'est pas de la eux, discrimination. mais évidemment que Mais si. non, c'est mais pas de quand- la discrimination. Quand Jean-Sébastien vous rejetez Ferjou. quelqu'un de par Le mais football bien sûr que est-il c'est le de la sport, est-il un discrimination. sport homophobe? Oui, non. Mais je Qu'en sais pas, pensez-vous? je pense qu'après, il faudrait regarder réellement. Il y a peut-être des réactions qui sont un peu idiotes, ce qui n'empêche pas qu'elles soient pas fondées et qu'elles puissent être très mal vécues par les gens qui en sont l'objet. Il faut peut-être pas tout mélanger en permanence. Après, effectivement, rappeler aux gens que rien ne justifie, enfin que voilà, respecter les autres, quelles que soient leurs identités, quel que soit leur choix, c'est quand même la base de la vie en société. Et ne faisons pas des concurrences entre victimes parce que c'est absurde. Il n'y a pas de. D'autant qu'on pourrait être. J'imagine qu'il doit aussi y avoir des cas de musulmans qui sont homos ou des noirs qui sont homos. Ça doit exister. Louis Quemayou a tenté de dire, effectivement, quand on fait des cris de singe et quand on. Bon, j'ai un peu saisi ce que vous vouliez évidemment que dire. c'est choquant aussi. Mais bien sûr, c'est choquant. J'ai saisi ce que vous vouliez Ce que je dire. veux dire, c'est qu'il faut se battre contre les incivilités. Ça, c'est inacceptable. Après, quand on te traite de sale nègre, quand on te traite de sale pédé ou de je sais pas trop quoi, c'est inacceptable. Eh ben voilà. Mais on ne Ben doit c'est pas ce qu'on dire... dit. Non, mais on dit la même chose. Eh ben voilà. Cependant, je dis, on ne doit pas morceler le problème et dire, voilà, aujourd'hui, on se bat contre le tribalisme, là, on se bat contre l'islamophobie, Oui, mais sauf- et là, on se bat contre Alors, l'homosexualité. Et le Nigérien, Forcément, messieurs, on disperse les messieurs, énergies. on va comprendre. On disperse le les Nigérien énergies. en croisade contre les lesbiennes. Vous savez, la récente affaire de la chasse aux lesbiennes faite par la Ligue football de féminin nigérienne. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il est d'accord avec Quemayou. Non, je peux pas Vu être ses d'accord. positions. Non. Je dis, il faut se battre Ross, il contre est les... provocateur à mort. Il fait du rentre dedans. Ne me rentrez pas dedans, hein, je suis pas... Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut se battre contre les... faut se battre contre les incivilités en général. Moi, par exemple, quand on me dit qu'on se bat contre le racisme et l'antisémitisme, je trouve ça stupide. Parce qu'on devrait... Exactement. C'est pourquoi je dis, quand on se bat contre les incivilités, de façon générale, quelle que soit la gravité, à partir de là, si on ne disperse pas les énergies, qu'on les concentre sur une seule chose, les incivilités, forcément que ça engendre tout cela. Ça engendre Oui, une mais c'est contre pas les forcément les mêmes. Malgré tout, ça n'est pas forcément le même mécanisme. Exactement. Pour conclure, C'est c'est pas quoi la le mot même de la fin? stratégie. Le mot de la fin, Jean-Sébastien Ferjou, avant de conclure, parce qu'on va passer à cette deuxième partie, s'il vous plaît, messieurs. On reçoit notre invité, Eric Massy. Jean-Sébastien Ferjou, qu'est-ce qu'il faut en conclure, finalement? Qu'est-ce qu'il faut dire pour celles et ceux qui nous regardent? De quoi? De la semaine Ah non, mais on parle bien du sujet. Enfin, je parle bien sur le Non, sujet. mais vous savez, il y a beaucoup cette de étude sports, révélée, il y a beaucoup de sports commandée dans par... lesquels il y a, Non, mais il y a c'est- des homos et des... Effectivement, il faudrait apaiser les débats et ne pas non plus, parce que parfois, à l'inverse, et on l'a vu dans le mariage pour tous, il y a des accusations, enfin dans les débats sur le mariage homosexuel, il y a parfois des accusations d'homophobie, d'islamophobie et autres qui volent dans tous les sens, en oubliant juste qu'en face, il y a des gens qui posent des questions qui ne relèvent pas de ça. Et voilà. Et donc, comme on entretient une grande confusion, c'est plus difficile aussi de lutter. À force de crier au loup, on finit par pas toujours le voir quand il est là. Allez, messieurs, c'était le mot de la fin. Merci à Louis Quemayou, qu'on retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, Louis. Merci. Avec autant de passion, autant de plaisir. Toujours. Je vois que le débat a été très vif aujourd'hui. Merci à Rost, président de Banlieue Active et rappeur. Quelle est votre actualité, Rost? Pas mal de choses, un projet de film pour adapter mon bouquin qui était sorti pour l'adapter au cinéma. Et puis toujours sur LCI et sur iTélé. Vous viendrez l'an Avec ici, j'espère. Christophe Ondelat tous les dimanches sur numéro 23. Sur numéro 23, voilà, c'est dit. Et puis enfin, merci à Jean-Sébastien Ferjou, le patron et puis le directeur de publication du site de débat d'information. Ça s'appelle atlantico.fr. Ça marche toujours, je crois. Hein. Vous faites combien? Vous générez combien de flux? 400 000? 300 000? Selon Google, là on est avec 3 millions de visiteurs uniques chaque mois. Chaque mois, bravo à vous. Eh bien, merci messieurs. À très bientôt pour vous, à la semaine prochaine pour nous, Louis. On reçoit tout de suite Eric Massy, c'est notre invité. Il est le porte-parole de la CELACA en Centrafrique, ici même. Eric Massy, merci messieurs. C'est notre invité, c'est maintenant dans Ça fait débat. Allez, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, Ça fait débat, vous le savez, comme chaque vendredi, ici même, à 23h. Merci de votre fidélité. Vous pouvez commenter et réagir, je vous le rappelle. Et merci à tous ceux qui commentent et qui réagissent sur Facebook. La page Facebook, ça s'intitule Ça fait débat. Et puis sur Twitter, c'est F débat. Merci à vous tous ce soir, ici, dans Ça fait débat. Eh bien, un moment qui est important puisque la Centrafrique est en pleine mutation. La Centrafrique est aussi en pleine transition. C'est bien ça, hein, monsieur Eric Massy. Notre invité, Eric Massy, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole de la CELACA en Centrafrique. Merci. Merci, vous êtes de passage à Paris pour combien de jours encore? Une semaine. Une semaine, et après vous repartez en Centrafrique. Tout à fait, oui. Allez, monsieur Eric Massy, justement, rappelons peut-être à celles et ceux qui nous regardent ce soir, il n'aura fallu que 48 heures, monsieur Eric Massy, aux rebelles de la CELACA pour destituer Bozizé, François Bozizé, de son trône.
Mais en même temps, je me pose cette question. Si la prise de pouvoir a été si rapide, comment vous-même, vous pouvez reprocher à certains de ne pas être démocratique, et puis vous-même, comme ça, arriver et puis putcher Bozizé pour vous saisir du pouvoir? J'ai envie de comprendre. Le départ du président François Bozizé devenait inéluctable puisqu'il ne respectait pas les accords de Libreville et était lui-même revenu devant la parole qu'il avait donnée devant l'ensemble des chefs d'État de la CEAC et la communauté internationale. Il fallait mettre un terme à une situation qui devenait chaotique et c'est pour cela que nous sommes passés à l'action. Oui, mais en même temps, je vous repose la question peut-être un peu différemment. Éric Massy, n'êtes-vous pas en train, vous, de reproduire exactement le même schéma que Bozizé? Alors que vous affirmez défendre la démocratie, vous l'avez dit, oui. Partout. Oui, oui. Alors, je ne crois pas du tout que le président Michel Djotodia applique le même modèle que François Bozizé. Il faut savoir que le président Djotodia s'est entouré de toutes les tendances politiques du pays, à qui il fait confiance. Il a maintenu le Premier ministre en la personne de Nicolas Tiangaï, qui était issu des accords de Libreville. Il respecte également les engagements qui ont été pris devant la communauté internationale avec la mise en place du Conseil national de transition. La feuille de route a été clairement définie par la communauté internationale. Vous êtes en train de nous dire, Éric Massy, que le nouvel homme fort, c'est M. Djotodia. Tout à fait, oui. C'est le président de la transition en République centrafricaine. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il garantit justement pour mettre en place, je dirais, quelque chose qui soit, en tous les cas, vivable pour la population, pour les Centrafricains? Aujourd'hui, il est chargé de rétablir d'abord la sécurité dans le pays. C'est une première urgence pour l'ensemble de la population. Également, la feuille de route qui a été définie au niveau des élections va être conduite par le Conseil national de transition et le gouvernement. Donc l'ensemble des garde-fous juridiques sont présents pour permettre une sortie, je dirais, positive de la transition. Ce qui veut dire que normalement, tous les Centrafricains vont s'y retrouver. Monsieur Massy, moi je veux bien entendre tout ce que vous me dites, effectivement, mais comment réinstaurer, je dirais, la confiance entre Séléka, qui est de plus en plus impopulaire, vous m'arrêtez si je me trompe, et puis le peuple qui est totalement un peu désabusé? Vous répondez pas quoi, celles et ceux qui vous regardent ce soir? Il faut dire qu'à l'arrivée... Pas simple quand même pour vous. Je pense qu'il faut qu'on se donne le temps d'expliquer et de clarifier les choses. À l'arrivée de Séléka dans la capitale, nous avons eu à faire face à une situation insurrectionnelle alimentée notamment par l'ex-président François Bozizé depuis l'extérieur. Pas plus tard que le dimanche dernier, au P4S, qui est à la sortie de la capitale, plus de 400 armes lourdes ont été encore trouvées. Il faut savoir que la capitale avait été transformée en poudrière. Vous comptez poursuivre François Bozizé maintenant, qui n'est plus au pouvoir? Il sera poursuivi et vous l'annoncez ici, il sera poursuivi? J'ai rencontré le président qui m'a assuré qu'une commission d'enquête sera mise en place pour justement traiter de tous ces cas. Donc Monsieur Massy, ici dans Ça fait débat, vous nous dites c'est officiel, il sera poursuivi? Bien entendu. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui ont subi la terreur du régime de François Bozizé sont aujourd'hui soulagées. La situation qui a prévalu au cours des dernières semaines est en cours d'amélioration. La sécurité est en train de revenir, la confiance aussi. Et nous menons aussi des enquêtes pour expliquer et trouver la vérité sur ce qui s'est passé dans la capitale, notamment sur un certain nombre d'exactions qui nous ont été attribuées, mais qui ne sont pas du fait de Séléka. Juste pour la Centrafrique, dites-moi, vous avez fait une déclaration qui m'a frappé. Vous dites « Bozizé doit rendre des comptes ». Aujourd'hui, c'est toujours le cas? Oui, il doit rendre des comptes, car de nombreuses familles sont endeuillées. Et encore aujourd'hui, il alimente un climat insurrectionnel dans le pays. Qu'attendez-vous alors de la communauté internationale? Qu'elle nous permette de faire passer la justice à tous les niveaux et que les victimes je dirais, des années passées et même celles d'aujourd'hui soient reconnues comme telles. Vous pensez que la communauté internationale, les acteurs notamment de la communauté internationale, M. Massy, est-ce que vous pensez que le message passe?
Le message passe à partir du moment où les acteurs de la communauté internationale et particulièrement les chefs d'État de la CEAC ont fait le maximum pour permettre au président François Bozizé de sortir par la grande porte en lui proposant de ne pas être candidat aux prochaines élections et de terminer un mandat qu'il avait bien mal acquis d'ailleurs. Aujourd'hui, ils ont constaté eux-mêmes qu'ils n'étaient pas dignes de rester membres de la communauté des chefs d'État. Et s'il est poursuivi, il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Vous êtes là de passage à Paris pour quelques jours, Éric Massy. Comment se présente la situation politique à Bangui? C'est préoccupant, c'est inquiétant. La situation politique n'est pas très préoccupante en réalité. L'ensemble des acteurs politiques participent à la transition. Parlons-en justement, l'instabilité qui règne dans le pays. Comment comptez-vous rétablir l'ordre, par exemple? Première question. Le président de la République a fait une déclaration hier qui a été très claire sur les questions de désarmement. Il appelle aussi au soutien de la communauté internationale pour nous aider à mettre en place le programme de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des combattants. Nous avons appelé également l'armée centrafricaine, la police, la gendarmerie à reprendre leurs activités. Et actuellement, nous travaillons sur l'ensemble du territoire pour doter les moyens des forces de l'ordre de moyens suffisants pour justement rétablir l'ordre, car vous savez qu'il y a quand même un sentiment en République centrafricaine qu'il n'y a plus d'autorité, et c'est cette autorité de l'État que nous sommes en train de rétablir. Vous pensez qu'il y a, Éric Massy, il y a là quelques avancées perceptibles ou pas du tout? Tout à fait. J'étais moi-même à Bangui ces 3 dernières semaines. Il faut savoir que la situation était très difficile, avec des opérations de désarmement qui ont donné lieu aussi à des exactions. La population a subi véritablement tous les problèmes, et ce qui fait qu'il y a eu comme ça une forme de rejet du changement, mais c'est normal du fait des pillages et des exactions que la population a subies, qui sont le fait je dirais, d'un tas d'éléments différents. Mais aujourd'hui, la situation s'est calmée dans la capitale, dans l'arrière-pays. Il y a encore des problèmes et à chaque fois, nous intervenons pour essayer de rétablir moi, j'entends la bien, sécurité. Mais vous me l'accorderez, Monsieur Massy, la tâche est tout de même immense de renouer le dialogue. Le dialogue est en cours. Il a lieu avec l'ensemble de la population, au travers des institutions qui ont été mises en place. Alors, la tâche qui est immense, c'est de rétablir la sécurité pour tous les citoyens. Pour tous les citoyens. Alors que dites-vous pour celles et ceux qui vous regardent ce soir? Vous savez, les Centrafricains qui ne vous connaissent pas et qui ont peur justement pour l'avenir du pays. Parce que vous le savez, Monsieur Éric Massy, ils ont peur pour le pays et pour l'avenir du pays et pour eux-mêmes. Concrètement, sans langue de bois, de grâce, mais qu'est-ce que vous leur répondez? Parce qu'ils sont en train de vivre mais comment dirais-je, des jours là depuis quelques semaines. C'est horrible pour eux. Je leur dis ceci. Nous avons tous été victimes de la situation du pays. Aujourd'hui, ils peuvent faire confiance au président Jotodia pour user de toute son énergie pour garantir la sécurité et la paix dans l'ensemble du pays. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Nous travaillons avec tout le monde, y compris les personnes qui ont eu à travailler aux côtés de François Bozizé, justement parce que nous devons trouver un chemin pour vivre ensemble. Donc la confiance viendra par notre capacité à se donner la main et je leur dis, restez ouverts. Ça va prendre du temps alors la réconciliation nationale? Le pays était déjà divisé, nous sommes sur la bonne voie. Je suis très confiant sur le fait que nous puissions travailler ensemble, car moi-même j'ai rencontré des gens qui ont travaillé avec le président François Bozizé et j'ai eu à leur serrer la main et à dialoguer avec eux. Oui. Monsieur Massy, vous êtes le porte-parole de la CELACA, donc en Centrafrique. Dites-moi, pensez-vous que l'objectif d'organiser justement, dans de bonnes conditions, des élections prochaines, est-ce que c'est vraiment raisonnable dans les conditions actuelles et puis avec ce que vivent la population en ce moment, les Centrafricains? Ce qui est raisonnable, c'est de redonner la main au peuple centrafricain. Donc oui, c'est raisonnable d'aller aux élections dans les meilleurs délais.
Il faudra prendre le temps de créer les conditions pour avoir des élections vraiment libres, démocratiques et transparentes. Mais néanmoins, oui, c'est raisonnable parce que notre pays ne pourra pas avancer si les Centrafricains ne reprennent pas le contrôle direct des institutions par les voies démocratiques. D'ailleurs, cela m'a frappé, et je vous pose la question, puisque ça m'a frappé, Monsieur Eric Massy. On ne vous retrouve pas au pouvoir. Comment se fait-il ? Vous êtes le porte-parole. Je pense que vous avez beaucoup, et vous l'avez porté d'ailleurs, hein, la Séléka. On ne vous retrouve pas aujourd'hui parmi les postes, je dirais, qui ont la tâche de monter au créneau et puis de mener le pays jusqu'au bout. Alors j'ai eu l'occasion dès le mois de décembre de dire que nous ne nous battions pas pour avoir des postes. Oh, mais ça c'est... Je vais continuer. C'est que le président m'a nommé en accord avec le ministre des Transports directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, ce qui est un poste très important justement pour œuvrer au désenclavement par les voies aériennes de notre pays et pour permettre justement la relance en tout cas d'une économie basée sur une activité de fret. Donc c'est pas une petite tâche. Ensuite, le président a choisi de travailler avec tout le monde. Et vos ambitions, vous, c'est quoi à terme? Mon ambition aujourd'hui est d'accompagner... Présidentielle peut-être? D'accompagner la transition. Présidentielle, Eric Massy, sans langue de bois. Laisser mes traces et c'est le peuple qui décidera si. Mais vous-même, vos ambitions, c'est quoi? Seriez-vous présidentiel, par exemple? Il se dit que je pourrais l'être. Néanmoins, aujourd'hui, la tâche est de. Est-ce que vous avez l'envie? Alors, je vous pose la question différemment. Est-ce que vous, quand vous vous levez, cette fameuse déclaration qui avait fait le tour, est-ce que des fois, il vous arrive de vous réveiller le matin et de vous dire mon ambition, c'est d'être présidentiable? Mon ambition, c'est d'aider le peuple. Ça, on l'a bien compris, M. Eric Massy. Mais est-ce que vous-même, vous avez envie d'être présidentiable? Serez-vous présidentiable? Je vous dirais que aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette question pour la simple et bonne raison que nous ne savons pas quelle sera la sortie. Et que moi, j'ai besoin de travailler sur le terrain, aux côtés de la population, et de créer du lien. J'ai vécu si vous êtes poussé par la population, vous avez envie? C'est la démocratie qui me dira. Donc vous avez envie? C'est la démocratie qui me dira. Vous êtes terrible, monsieur Eric Massy. Bon, allez, on va essayer, comme tout le monde, et tout le monde y passe ici, le 5 questions en 10 secondes. Attention, c'est parti. Massy, que représente pour vous l'Afrique? Un mot, pas une phrase, un mot. L'avenir. L'Afrique, quelle priorité pour vous? Le développement. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? Eric Massy. Le passé. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Attention! Nouvelle génération. C'est vous la nouvelle génération? Je crois. Et enfin, pour celles et ceux, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Pour celles et ceux qui vous regardent ce soir, j'imagine que vous avez un mot, Eric Massy. Est-ce que vous avez un message à leur dire? L'amour. L'amour? De son pays et de son prochain. D'accord. L'avenir de la Centrafrique? Il passera par la jeunesse au travail. Présidentiable, Eric Massy, ou pas du tout? Si vous le voulez. Ça veut dire oui, voilà. Eric Massy, porte-parole de la Séléka. Je vous le rappelle, en Centrafrique, merci infiniment, Eric Massy, d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, ici même dans Ça fait débat, je vous en remercie. Merci. Vous pouvez commenter, je vous le rappelle, sur la page Facebook Ça fait débat. Continuez à réagir, y compris dans le cadre de cette interview avec Eric Massy. Et puis sur Twitter, CF Débat. Merci à vous tous. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, avec autant de plaisir. Ciao, ciao.